Merci beaucoup, merci à tous d'être là. Donc là, on est en janvier 2016. On est 2 avions de chasse, 2 Rafale Marine, et on est au-dessus de l'Irak. On est à peu près à 7000 mètres d'altitude, on est en train de tourner, et ça fait à peu près 6 heures qu'on a décollé du porte-avions Charles de Gaulle, donc un porte-avions de 261 mètres, qui a appareillé juste après les attentats du Bataclan. On a appareillé 2 jours après les attentats du Bataclan. Pourquoi est-ce qu'on est au-dessus de l'Irak? Notre mandat, en fait, c'est d'aider les Irakiens à reprendre le contrôle de leur territoire. Et nous, notre travail en tant que pilote, c'est quoi? C'est juste d'être là, présent, au cas où on ait des troupes alliées, quelle que soit leur nationalité, qui soient pris à partie pour les désengager, leur permettre de rentrer vivants à la maison le soir et dans quelques mois chez eux. On est là, on est passif, on attend, et on a un vrai travail d'équipe. Pourquoi? Parce qu'on ne part jamais tout seul au combat. Je pense que vous n'avez jamais vu un militaire tout seul dans la rue lors des opérations Vigipirate. Vous les voyez toujours en 2+2 de front, légèrement espacés. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on a tous regardé les films d'horreur des années 90. Est-ce que vous vous rappelez du pitch, du scénario classique du film d'horreur des années 90? Il y a une tronçonneuse. Il y a une tronçonneuse, tout à fait. Et on prend 2 groupes de personnes. On prend des acteurs qui ont 25 ans, on dit qu'ils ont 15 ans. Mais on prend une dizaine de personnes, une dizaine de garçons, une dizaine de filles. On les met tous dans une grande maison. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on regarde pas les mêmes films d'horreur, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une tuerie, mais ils se séparent les uns les autres. Parce qu'imaginons, on prend ces 10 personnes, elles restent ici, là vous avez un tueur qui rentre, ça va normalement plutôt bien se passer s'ils ont juste une tronçonneuse ou une arme simple. Mais ils se séparent et les uns après les autres, à peu près toutes les 6 minutes 30, il y en a un qui se fait tuer et on a un scénario. Donc nous, en tant que militaires, on a regardé ça et on s'est dit, la base, on a débriefé en fait le film et on s'est dit, le problème c'est quoi? C'est qu'ils se sont séparés. Donc on va partir à plusieurs au combat. Et plus sérieusement, la vraie raison c'est quoi? C'est est-ce qu'à votre avis, je vois ce qui se passe derrière moi? Non. Par design, on a parlé des poissons tout à l'heure et tout, mais on a tous une zone d'ombre derrière nous. Et nous, en tant que pilote de combat, on fait quoi? On fait la guerre assis. On est assis dans un fauteuil qui n'est pas en cuir, mais on est assis et derrière nous, on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc si je pars tout seul au-dessus de l'Irak, il peut y avoir un ennemi qui décolle, qui vient derrière moi. Est-ce qu'à votre avis, je vais le voir? C'est pas possible. Dans l'aviation commerciale, c'est pareil. Quand vous prenez l'avion de ligne, il y a combien de pilotes? 2 à parfois 4. Et ils sont 2 fronts, l'un à côté de l'autre. Est-ce que le commandant de bord est plus en avant? Non, les deux sont au même endroit. Et quand on est au-dessus de l'Irak, on prend une formation similaire, on est 2 fronts. Il y a une hiérarchie, mais elle n'est pas visible. Pourquoi? Parce que si on est bien 2 fronts comme ça, régulièrement, on va faire quoi? On va regarder son équipier ou son leader. Et ça va nous permettre de, c'est l'expression anglaise, mais check his six, on va vérifier ce qui se passe à ces 6 heures. Et ça va nous permettre, par ce petit geste, de s'assurer que personne ne vient vers lui et de s'assurer qu'il va bien. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe quand on est au-dessus du territoire ennemi. Et dans un avion de ligne, c'est pareil. Il y a des... Alors, je ne vais pas vous dire le chiffre exact, vous allez avoir peur, surtout que quelqu'un vient de prendre l'avion, mais il y a des dizaines d'erreurs qui sont faites sur chaque vol. Mais on en a conscience au moment où on monte dans l'avion. Et donc notre objectif, c'est quoi? C'est régulièrement regarder le commandant de bord, regarder le copilote, regarder ce qu'il a fait et lui dire « je pense que ça ne va pas le faire » ou « je pense que tu as fait ci » et être proactif et chercher à améliorer ce résultat. Contrairement à pas mal d'entreprises ou pas mal de métiers, on a cette posture intellectuelle qu'on est humain, même si on a fait la sélection de pilotes de chasse, on est humain et on est ce qu'il y a de plus dangereux dans le cockpit, mais on a également la plus belle valeur ajoutée si on sait bien la maximiser. Les Anglais ont un terme très simple pour le mot équipe. Vous connaissez comment on dit équipe en anglais? Team. Qu'est-ce que ça veut dire team? T-E-A-M. Together, ensemble, each, chacun, achieve, accompli, M, more. Together, each achieve more. C'est dans la définition même du mot équipe qu'en fait, on va pouvoir faire plus ensemble. Et nous, c'est vraiment ce mindset-là qu'on a. Je vous disais tout à l'heure qu'on a décollé du porte-avions Charles de Gaulle. C'est 2000 personnes qui sont à la mer pendant 4 à 6 mois. C'est une groupe aéronaval de 6000 personnes qui sont tous alignés vers un objectif commun, la réalisation de la mission, donc de l'appui-sol. Et ça, qui c'est qui va pouvoir délivrer cet appui-sol? C'est des pilotes de combat, il n'y en a que 10 par jour qui sont envoyés sur le théâtre. Donc on a 10 personnes qui sont là pour closer le deal et on a 6000 personnes en soutien derrière. Et tout le monde est aligné vers la même mission. Alors si vous me dites, comment est-ce qu'on fait pour devenir pilote de combat? Comment est-ce qu'on arrive à prendre quelqu'un qui a juste le bac? Parce qu'il faut juste le bac pour être pilote de combat. Moi, je suis rentré post-bac, il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé, polytechnique. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire.
Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour prendre un bachelier de 18 ans et 3 ans après, qui sache apponter sur un porte-avions et 4 ans après partir au combat? Eh bien, il y a une méthode très simple, on appelle ça le débriefing. Et le débriefing, c'est quoi? C'est regarder ce qu'on vient de faire et chercher à s'améliorer et améliorer le process. Ça marche très très bien dans l'aérien. Moi, en 13 ans de carrière, j'ai 3000 débriefings et ça nous permet de jour en jour, quasiment d'heure en heure, de nous améliorer. Et si vous vous dites, c'est bien, moi dans mon entreprise, tous les ans, j'ai un débriefing annuel, je passe en notation, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous avez entendu parler d'exponentialité? Est-ce que quelqu'un saurait me montrer à quoi ressemble une courbe exponentielle? Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez tous fait un défilement. La vitesse de votre doigt était constante, mais est-ce que l'échelle de temps était constante? Quand on fait comme ça, on a l'impression qu'on est dans une échelle de temps constante parce que le doigt se déplace à isovitesse, mais en fait, l'échelle de temps, elle est par ici. Donc là, on a arrêté l'avancement dans le temps, on a arrêté de grimper en termes d'exponentialité. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez tous des téléphones portables. Moi, j'avais un S7 il y a 3 ans. Maintenant, j'ai un S10. Vous savez, la capacité de stockage, ce qu'elle a fait? Elle a fait x4. Et ça, c'est régi par des lois, les lois de Kryder. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais il y a des lois autour de nous qui disent que la communication double de vitesse tous les 9 mois, que la capacité de stockage double de puissance tous les 13 mois et que votre ordinateur, les CPU, doublent de puissance tous les 18 mois. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en plein boom d'exponentialité, tout va de plus en plus vite. Et nous, dans l'aérien, on a des règles physiques qui changent quand on passe le mur du son. À partir du moment où notre avion passe le mur du son, notre environnement de vol devient exponentiel. Et ça fait 72 ans, depuis 1947, qu'on en a conscience. On a développé des méthodes très simples qui permettent de suivre l'exponentialité. Donc à un moment où dans l'industrie, on se rend compte que ça commence à être de plus en plus vite, l'aérien, on a des méthodes très simples qui fonctionnent et qui ont 72 ans de recul. Et donc c'est ce que je vous propose de partager. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout voir, mais c'est normalement ce qu'on fait. On partage les méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Merci beaucoup.